Aujourd'hui dans Côte à Côte, cap sur Dunkerque, la cité de Jean Bart, ville industrielle, ville également festive avec son carnaval et ville portuaire, une ville en pleine métamorphose. Et pour en discuter, je suis avec François Lavallée, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du littoral depuis 9 ans, si je ne me trompe pas. Oui, depuis 9 ans, depuis vous avez 9 raison, ans. tout à fait. Également chef d'entreprise dans le Dunkerquois, vrai Dunkerquois. Je l'ai dit, c'est une ville qui est totalement en évolution, en métamorphose, Dunkerque. Quel regard vous portez sur cette dynamique qui est ici à Dunkerque ? Un regard positif. C'est assez fantastique d'être dans une ville qui se développe économiquement et même sur les autres points d'une manière importante. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail d'équipe ici, avec bien entendu Patrice Verrit, le chef de file de ce travail. Mais la Chambre de commerce, le Grand Port Maritime, on s'est bien entendu calqué avec lui. On a discuté depuis 10 ans pour que cette ville ait un nouvel essor. On en avait besoin. On était quand même un peu en réduction. On était en dépression, si je puis dire. Et donc voilà, donc c'est reparti et on en est très heureux. Cette dynamique, elle s'inscrit aussi avec cette vallée de la batterie dont on parle, avec Vercors et Prologium. Ces grands projets, ces grands investissements, qu'est-ce qu'ils vont apporter ici à Dunkerque ? Ils vont apporter de l'emploi, en premièrement. Ce sont des usines qui vont créer beaucoup d'emplois. Ça amène aussi une nouvelle activité, parce que Dunkerque était bien entendu, n'avait que quelques piliers économiques, donc ça rajoute un pilier en plus économiquement. Donc c'est très important et il faut diversifier l'économie du Dunkerquois. Ça c'est aussi une priorité aujourd'hui. Donc on est très content d'avoir ces usines de batteries qui viennent s'installer. Et puis les batteries, c'est le futur. Alors même si c'est un peu plus difficile aujourd'hui, on sait très bien que ça sera le futur des voitures, donc de l'industrie automobile. Au-delà des batteries, sur le port cette année, le port avait annoncé 164 millions d'euros d'investissement. Donc au-delà de la batterie, il y a d'autres usines, il y a d'autres choses qui arrivent sur Dunkerque. Vous avez raison, il y a un petit 200 millions d'investissements sur le Grand Port Maritime destinés à développer le trafic conteneur. Donc ces travaux vont démarrer dès le début de l'année prochaine. Ils sont, je pense, aujourd'hui en appel d'offres. Donc c'est extrêmement important. C'est aussi une part importante de Dunkerque. Dunkerque, c'est d'abord un port. Donc il faut que notre port se développe. Parce que d'abord, je dirais, toutes les industries qui s'implantent ont du trafic maritime et donc c'est un complément extrêmement important. Il faut continuer à investir dans le port, c'est pour nous une priorité. C'est le 3e port commercial, je crois, en France ? Oui, le 3e. Alors on dit toujours, ça dépend si on le prend en tonnage, on n'est pas loin entre Dunkerque et Calais, mais globalement, Dunkerque c'est un grand port maritime et c'est le 3e grand port maritime de France qui continue à se développer et qui surtout diversifie aussi son offre. On a parlé avec ces entreprises qui vont arriver, forcément c'est beaucoup d'emplois. On a annoncé il y a quelques temps 20 000 emplois dans les 10 prochaines années. Qu'est-ce que ça va pareil apporter sur ce territoire ? Ça apporte de l'activité économique, ça apporte aussi du travail pour les commerçants, de la création de logements, 12 000 logements qui sont en train d'être créés dans les années à venir. Donc c'est un écosystème économique qui se développe. Avec aussi des choses on doit être attentif. Je pense que Patrice Verrit est très attentif aussi sur la santé. On a un déficit quasiment dans toutes les villes de province, mais particulièrement à Dunkerque. Donc il faut qu'en même temps, ce développement de l'emploi amène le développement de toutes les autres activités. Mais c'est sûr que 20 000 emplois, ça permettra aussi à des gens qui sont éloignés de l'emploi aujourd'hui de pouvoir retrouver du travail. Donc c'est très important. Maintenant, ces 20 000 emplois seront créés sur le moyen terme. Ce ne sera pas d'un coup 20 000 emplois. Et on aura aussi ce grand projet de la centrale nucléaire qui viendra aussi, dans les années à venir, créer beaucoup d'emplois. Les EPR ? Les deux EPR qui viennent à Dunkerque, donc qui vont, au pic de la construction, utiliser 9000 personnes, mais qui vont aussi créer à la fin de cette construction 1500 à 2000 emplois pérennes. L'emploi, ça veut dire aussi qu'il faut loger ces personnes, c'est aussi un gros dossier à Dunkerque avec des constructions actuellement. Tout à fait. Donc, je l'ai dit juste avant, 12 000 logements à créer sur la totalité du littoral. C'est pas que sur Dunkerque. Mais bien sûr, c'est un projet important avec les contraintes qu'on a aujourd'hui, vous savez, des terrains, de la législation française qui est loin d'être simple. Donc, c'est un travail de la communauté urbaine, de Patrice Verrit, pour vraiment pouvoir construire ces logements. Vous voyez, il y a déjà des constructions où on est placé. J'en ai une juste en face. Donc, bien entendu, c'est de remplir les dents creuses au maximum et de pouvoir aussi avoir des endroits à créer des logements, mais sur le littoral.
Et forcément, cette dynamique qu'il y a à Dunkerque, elle va profiter à tout le bassin dunkerquois, à tout ce qui entoure Dunkerque. Elle va profiter ce qu'on appelle le bassin, mais qui va jusqu'à Zbrook. Alors bien entendu, ça profitera à la région, mais je dirais au niveau emploi, ça profitera de Zbrook à Calais. Si on fait un cercle, un demi-cercle, ça va profiter bien à tout le microcosme, enfin tout l'environnement autour de Dunkerque, pas seulement qu'à Dunkerque. Dunkerque, on l'a dit, c'est un peu en ce moment la révolution industrielle, si je puis dire, avec ce grand mot, la décarbonation. C'est un gros point aussi pour changer un peu l'image aussi du territoire. Ça a été un des points que Patrice Vergrit et la Chambre de commerce à l'époque et le Grand Port ont analysé, et on a créé cette manifestation annuelle qui a lieu d'ailleurs ce vendredi, qui est redite, qui est en fait compte de dire on doit avoir une industrie décarbonée en Europe, on doit suivre les préconisations de l'État, je pense que de l'Europe. Et notre industrie était quand même très carbonée. Donc il y avait un gros travail à faire. On était l'industrie la plus carbonée de France. Donc il y a eu ce gros travail qui porte ses fruits. Et on est devenu aujourd'hui une ville qui est reconnue comme la ville de la décarbonation en France. Et c'est très important. En fait, compte d'un problème, on en fait une richesse. Et ça a été tout l'enjeu du travail qui a été fait sur cette collectivité. Ça passe par quoi cette décarbonation ? Ça passe par d'abord changer les modes de production, changer aussi la mentalité, changer la façon dont même le public, la population utilise son chauffage. C'est la rénovation énergétique des bâtiments, c'est bien entendu une industrie qui produit avec moins de carbone, avec donc des investissements très importants. C'est aussi d'accueillir des industries sans carbone. Les batteries, c'est la décarbonation. Donc voilà, on a misé là-dessus. Je pense que c'est quand même un choix risqué quand on a démarré. Et ça porte ses fruits aujourd'hui parce qu'on est reconnu pour ça. Vous l'avez dit, là, début octobre, il y a ces réunions européennes sur la décarbonation. Ça va être quoi les grandes discussions cette année ? Aujourd'hui, on voit bien que globalement, la décarbonation, c'est une préoccupation de la planète, mais tous les pays du monde ne partagent pas cette préoccupation. On le voit avec les prises d'opposition du président américain. Et donc, ces discussions, ça veut dire qu'il faut qu'on continue, mais il faut aussi qu'on protège nos industries, qu'on protège nos industriels, parce que globalement, la concurrence est devenue déloyale. Donc, c'est moins cher de produire avec du carbone que sans carbone. Donc, il y a tout un travail avec l'État, bien entendu, avec l'Europe, les collectivités, pour qu'on puisse accompagner nos entreprises, continuer à accompagner nos entreprises à se décarboner tout en restant compétitives. Justement, la CCI, comment vous accompagnez les entreprises dans cette démarche ? Alors nous, on est le lien entre, je dirais, la collectivité et l'entreprise. En tant qu'élu des entreprises, moi je suis en contact avec Patrice Vergrit régulièrement et on travaille ensemble. Donc moi, je lui amène les préoccupations de nos entreprises. Après, on les accompagne, la communauté urbaine notamment, on les accompagne. On essaie de les aider aussi à aller chercher des subventions quand c'est possible. Mais c'est surtout sur les PME que nous, la Chambre de commerce, elle va surtout se focaliser sur les PME, parce que les grandes entreprises n'ont pas besoin de la Chambre de commerce pour aller chercher des subventions. On peut éventuellement les faire rencontrer, on peut être le go-between entre les entreprises, ça c'est notre rôle. Mais nous aussi, notre préoccupation est d'accompagner les PME et les commerçants. On a parlé de l'industrie. Dunkerque, c'est aussi plein d'évolutions. Je pense notamment le front de mer qui a été totalement rénové. On a aussi le bus gratuit. C'est toute une dynamique positive à Dunkerque d'évolution. Tout à fait. Et c'est une dynamique positive parce qu'on ne peut pas non plus attirer du monde, parce qu'il y a des gens qui vont venir travailler à Dunkerque. Il faut qu'on ait un environnement sympathique, favorable. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits pour améliorer l'image de la ville. Et donc ça, c'est hyper important. Si on va attirer des talents à Dunkerque, il y a des talents à Dunkerque, mais on en aura besoin aussi qui viennent de l'extérieur. Si on va attirer du monde à Dunkerque, vous savez que malheureusement, la région de France, on subit un peu un déficit d'image, je puis dire. Mais donc il y a eu tout un travail qui a été fait par la communauté urbaine pour améliorer la ville. Vous avez vu, cette ville a complètement changé, la digue a été complètement refaite, le centre-ville. Et donc il y a cette dynamique du transport gratuit. Le transport gratuit, c'est donner du pouvoir d'achat à la population. Ne plus utiliser sa voiture pour aller travailler, c'est du pouvoir d'achat en plus. Et je trouve que ça donne aussi... alors bien entendu, tout ça c'est aidé par le fait aussi qu'on est une ville où il y a beaucoup d'industries, qui amène donc des moyens. Et donc il faut des moyens pour avoir du transport gratuit. Mais le transport gratuit amène aussi du pouvoir d'achat à pas mal de personnes. Donc c'est un point positif, ça donne une belle image de Dunkerque. Et on en est très heureux. Voilà. Maintenant, il y a aussi tout un travail de verdissement de la ville qui est en train de se faire également. Donc voilà, c'est un tout. On ne peut pas travailler par tranche, parce que si on travaille par tranche, on oubliera, on oublie l'essentiel. Donc cette évolution du Dunkerquois, c'est en fin de compte un travail sur tous les sujets.
Comment vous voyez Dunkerque dans 5-10 ans? Bon, Dunkerque, c'est déjà la première plateforme énergétique décarbonée d'Europe. C'est un énorme avantage qu'on a sur d'autres territoires. Moi, je pense que cette ville va encore s'améliorer, elle va encore s'embellir. Il faut aussi qu'on attire des industries qui sont autour, et je pense que ça, c'est l'enjeu aussi de la collectivité et de nous aussi, du coup, c'est d'amener aussi des entreprises qui sont moins liées à l'automobile, moins liées à la sidérurgie, donc continuer ce développement dans d'autres secteurs économiques et de faire en sorte que cette ville continue à s'embellir et à être dans une dynamique positive, voilà, dans le cercle vertueux de la dynamique, si je puis dire. Merci François Lavallée d'avoir été notre invité pour l'émission Côte à Côte. Et puis on est aussi allé poser la question aux Dunkerquois, au-delà des chiffres et de l'industrie, sur les points forts, ce qu'ils aiment à Dunkerque. C'est sa ville, son cœur de ville, sa citadelle, avec que ce soit son port maritime portuaire ou que ce soit son port de plaisance. Il y a l'accueil et puis il y a la bonne plage. La plage est magnifique. Il y a le hockey déjà, avec la nouvelle patinoire et ils ont prévu d'en faire une nouvelle salle si j'ai bien suivi. Et le foot aussi qui sont en Ligue 2. Le carnaval, évidemment. C'est un petit village, en fait, tout le monde se connaît. Et comment parler de Dunkerque sans évoquer son carnaval et forcément aussi le carnaval, c'est de belles histoires, de belles rencontres. Et justement, on va voir Liliane aujourd'hui. Bonjour, bienvenue chez Mamie Chapeau. Voilà. Il y en a un peu partout, dans des tiroirs, dans les meubles, dans des cartons. Il faut beaucoup d'accessoires. Et ça fait depuis quand que vous faites ces chapeaux? Alors ça fait bien, je dis toujours 20 ans, mais maintenant ça doit bien faire 25 depuis que je dis 20 ans. On va faire un petit chapeau d'enfant. Le but c'est chapeau fleuri, hein, carnaval. Comme c'est pour un enfant, on va mettre des petits schtroumpfs que j'ai achetés à la brocante. Un chapeau qui fait sac pour acheter tout en vrac. Un sac qui fait chapeau pour quand il fait pas beau. Un beau chapeau, c'est des fleurs. Il faut de la couleur. Je les mets dans un commerce à Dunkerque, la Biérothèque, rue Poincaré. Et puis, ils vont surtout aux touristes. Parce qu'un touriste, il n'a pas besoin de se déguiser. Il met un chapeau, il met un boa, et puis ça y est, il peut aller voir le carnaval. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Je mets un boa, un chapeau, et puis c'est bon. C'est rigolo parce que maintenant, ils mettent des beaux costumes. Et puis nous, on s'habillait avec un sac à pommes de terre, un sac à patates, et puis un petit chapeau. Et puis c'était vite fait, quoi. Voilà, petit chapeau vierge qu'on a vu tout à l'heure. Là, je vais mettre encore de la petite dentelle. Et puis ça sera parfait. Je donne l'argent à l'association SNSM, les sauveteurs en mer. Je mets un porte-clés. Et chaque personne qui les achète, elle participe et eux, c'est comme s'ils faisaient un don aux sauveteurs en mer. Si on mettait un chapeau sur notre tête. Ah bah on peut. Je peux prendre celui-ci à côté? Ah ouais. Il paraît que votre surnom, c'est même Mamie Chapeau. Mamie Chapeau. Pendant la période de carnaval. Hein. Mais on m'appelle dans la rue, on crie Mamie Chapeau. Puis, bon, c'est comme ça, c'est mon nom maintenant. Chaque année, je dis, bon, et c'est la dernière année. Hein. Mais bon, les amis me disent, hein, non, ça ne sera pas la dernière année, on te connaît. Hein. Puis les Dunkerquois, ils comptent sur vous maintenant. Maintenant, oui. Les Dunkerquois et les touristes. D'ailleurs, au magasin, ils lui ont déjà téléphoné, des Parisiens, ils lui ont déjà téléphoné en demandant si cette année, il en faisait. Et c'est celui-là. C'est mieux au niveau de la tête. C'est mieux. C'est un peu moins grand. Mais encore grand quand même. Celui-là, heureusement que j'ai des oreilles pour le tenir parce qu'il est grand. Ça, c'est pour un homme. Oui, j'ai vu ça sur une brocante. Et puis j'imagine tout de suite, je dis, oh, c'est possible ça, je mets ça sur un chapeau. Et puis il ne faut pas des choses lourdes. Parce que quand il faut un bal, tout le bal avec un chapeau trop lourd, ça ne va pas. Hein. Donc un masque, c'est pas lourd. Et voilà. Moi, j'ai les oreilles qui tiennent le chapeau. Toute l'année, vous avez l'œil actif pour repérer ce qui pourrait aller sur un chapeau. Je fais toutes les brocantes et que pour ça. Que pour trouver des fleurs ou bien des petites bricoles que je vois bien sur un chapeau.
Les petits, tout ça, je trouve ça aussi dans les brocantes, des petites peluches. On m'a donné un jour un sexe d'homme et j'ai mis ça sur un chapeau. Ils ont tous dit « Oh, Liliane !» Mais finalement, oui, c'est bien, t'as osé. Mais au-dessus, j'avais mis un morceau de tissu. Et puis on a mis un point d'interrogation dessus et on pouvait lever. Donc les personnes, elles levaient pour voir ce qu'il y avait dessous. Mais je l'avais caché quand même. C'est aussi un peu l'esprit carnaval. Mais voilà, c'est aussi l'esprit carnaval, oui. Est-ce que dans la famille, vous avez partagé le virus? Mon arrière-petite-fille, elle vient. Elle vient ici, elle prend un chapeau, elle prend un bâton et puis là, elle fait avec sa mamie. Ça sera peut-être elle la future mamie chapeau? Ben oui, peut-être. Il y a une autre figure à Dunkerque qui porte un chapeau et qui est très connue des Dunkerquois, c'est Jean Bart. Et pour en parler, je suis avec Onno Ottenwanger de l'Office de tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous le présenter, ce Jean Bart? Alors, oui, Jean Bart, c'est la figure emblématique de Dunkerque, un corsaire du roi Louis XIV. Il est né à Dunkerque en 1650, il est mort en 1702 et il a remporté une bataille très importante, la bataille du Texel de 1694. En fait, la France devait importer du blé à l'époque qui venait de l'Europe de l'Est, qui était envoyé par bateau en France et les Hollandais avaient capturé un convoi de plusieurs dizaines de bateaux et Jean Bart a réussi avec son escadre à battre la flotte hollandaise et à ramener le blé en France. Donc avec un peu d'exagération, on dit qu'il a sauvé la France de la famine et en plus il avait battu les Hollandais qui à l'époque avaient une flotte plus importante que les Français. Donc c'est quand même une belle victoire. Donc une figure dunkerquoise, mais une figure française en fait. Ah tout à fait. Bon oui, les grandes rues, les grandes villes en France ont toutes une rue Jean Bart. À Lille, il y a une rue Jean Bart. Donc en fait, c'est pas uniquement un personnage local. C'est ça dépasse un petit peu le cadre dunkerquois. Est-ce qu'il a fait d'autres exploits? Est-ce qu'il est connu pour autre chose, Jean Bart? En fait, oui, dès le départ, il a remporté pas mal de victoires. Il avait été fait prisonnier en Angleterre. Il s'est échappé. Il a réussi à revenir en France. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il a commencé sa carrière dans la flotte hollandaise. Donc en fait, il a appris les techniques de ces gens-là et ces techniques-là, il les a ensuite mises en pratique contre ses maîtres. Voilà. Un retournement un peu de situation. Complètement. Je vous propose peut-être qu'on avance un petit peu dans le centre-ville. Okay. En fait, finalement, Jean Bart, il est un petit peu partout dans Dunkerque. Ah oui, Jean Bart est un incontournable ici à Dunkerque. Il est partout. Et déjà ici, par exemple, la statue, c'est quand même un symbole parce que tout autour, tout a été détruit pendant la guerre. La statue n'a quasiment pas été touchée. Symbole quand même de la force de la résistance du personnage. Donc c'est la statue initiale? La statue, oui, de 1845, oui, tout à fait, qui a été conservée. Elle a été faite par qui, cette statue? Par un sculpteur qui s'appelait David d'Angers. Et selon la légende, ce monsieur était tellement impressionné par les exploits de Jean Bart qu'il a offert la statue à la ville. Pourquoi, selon vous, c'est un personnage qui a traversé comme ça les époques et qui est toujours emblématique et qui parle toujours autant aux Dunkerquois aujourd'hui dans l'époque actuelle? En fait, je pense que c'est une fierté, tout simplement, d'avoir ce personnage qui a quand même marqué l'histoire de France. En plus, c'est aussi quelqu'un qui est fêté au moment du carnaval et comme on a pu le voir, c'est quand même une religion ici à Dunkerque. Donc voilà, tout ça, ça fait que c'est un personnage vraiment que tout le monde célèbre et pas que au moment du carnaval. Il faut savoir qu'en fait, on l'a oublié un petit peu après sa mort. Il est mort en 1702 d'une pneumonie, je crois. Et ce n'est qu'au 19e siècle qu'on l'a redécouvert. C'est pour ça aussi que la statue date de 1845, parce que voilà, on l'avait quand même un petit peu oublié. Vous parlez du carnaval, justement. Qu'est-ce qui se passe autour de cette statue au moment du carnaval? La bande de Dunkerque, donc, qui a lieu le dimanche avant Mardi Gras, donc c'est vraiment le point d'orgue du carnaval, se termine au pied de la statue de Jean Bart. Donc c'est là que se fait le rigodon final de la bande de Dunkerque. Donc c'est un moment très très fort pour les Dunkerquois.
Petit détour par l'église Saint-Éloi où est enterré Jean Bart depuis 1702. Du coup, là, on se trouve dans l'église Saint-Éloi. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette église ? Oui, alors c'est une église qui à la base a été construite au début du XVe siècle. Le beffroi, la tour qui se trouve de l'autre côté de la rue, c'était l'entrée de l'église. Mais cette première église a été détruite en 1558, détruite par les Français, parce que Dunkerque faisait partie des Pays-Bas espagnols. Et donc après, quand le calme est revenu, on a voulu construire une nouvelle église qui devait être plus grande que la première. Et on a commencé par le chœur, la partie la plus éloignée de la tour. On a commencé à construire en direction de la tour, mais arrivé au niveau où se trouve la façade maintenant, il n'y avait plus d'argent pour continuer la construction. C'est pour ça que maintenant, il y a 40 mètres entre l'église et son clocher. Et l'église a été fortement endommagée aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la bataille de Dunkerque. Et la restauration a pris 40 ans, de 1945 à 1985. Vous parlez de la Seconde Guerre mondiale, je crois que de dehors, on voit ces impacts encore de la guerre. Tout à fait. Il y a encore beaucoup de dégâts visibles. Ce ne sont pas des balles, c'est des éclats d'obus, des bombardements, Première et Seconde Guerre mondiale. Et on n'a pas réparé ça justement pour conserver une trace de ce qui s'est passé à Dunkerque. Et en fait, la raison pour laquelle on a quand même, malgré les dégâts, reconstruit Saint-Éloi après la Seconde Guerre mondiale, c'est parce que à l'intérieur se trouve le tombeau de Jean Bart. On y arrive ? Voilà, il est là. Donc la pierre tombale est verticale, donc elle ne marque pas exactement l'endroit où il est enterré. Il est enterré dans le chœur, mais au moment de sa mort, en 1702, il n'y avait plus de place au sol, il y avait déjà plein de pierres tombales. Donc du coup, on a commencé à habiller les murs avec des pierres verticales. Direction le hall de l'hôtel de ville où l'on peut admirer un vitrail à l'honneur de Jean Bart. Il est au milieu, forcément le centre de l'attention. C'est le retour de Jean Bart après sa victoire sur les Hollandais de 1694. Donc il est accueilli par les habitants de Dunkerque, par le bailli qui représentait les rois, par le curé de Saint-Éloi. Voilà, donc c'est une grande fête. Vous nous avez dit, il y a quelques erreurs qui sont glissées dans le vitrail. Tout à fait. En fait, l'artiste qui a réalisé le vitrail ne s'est pas vraiment documenté. Le drapeau de Dunkerque, par exemple, a été inversé. Normalement, c'est blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, bleu. Là, c'est bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc. On a aussi la tour du Leguenard qui est à gauche, qui a été rehaussée à la fin du XVIIIe siècle. Or, ici, l'action se déroule en 1694. Donc, la tour était bien plus basse à l'époque. Donc quelques incohérences, mais oui, quand même. Ouais. Ce vitrail reste beau. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Et c'est un vitrail d'origine, donc, parce qu'en fait, l'hôtel de ville a souffert aussi pendant la guerre, mais le vitrail a été démonté juste avant la guerre. Ça a été mis à l'abri dans une cave et on a pu le remonter après la guerre. Vous nous disiez hors caméra, peut-être une info intéressante, c'est que Jean Bart ne parlait pas forcément français. Non, c'était un flamand. Quand il est né, Dunkerque faisait partie des Pays-Bas espagnols. Tout le monde parlait flamand ici. Il a commencé sa carrière chez les Hollandais, qui comprenaient donc du coup. Et effectivement, il n'a jamais bien appris à parler français. Il n'aurait pas pu lire ce qui est marqué sur sa pierre tombale. Et on termine cet épisode de Côte à Côte au plus beau panorama de Dunkerque en haut du beffroi. Ici, on peut voir toute la ville ainsi que son port. Et toutes les heures, si vous venez ici, vous pouvez entendre la cantate à Jean Bart, une musique créée en son honneur lors de l'inauguration de sa statue.